Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Blocus transgambienne, toujours pas d'accord entre Dakar et Banjul. Les deux pays n'ont pu s'accorder sur un lieu de concertation pour la levée du blocus de la voie de contournement passant par le territoire gambien. Modernisation des outils de contrôle de la gendarmerie nationale. 3 camions scanners mobiles sont mis à la disposition des hommes en bleu. Le haut commandant de la gendarmerie sénégalaise a effectué une visite ce matin à Diamniadio pour l'installation du dispositif de contrôle. Et puis la plateforme de renforcement du secteur de la santé est lancée ce jeudi par le directeur général de la santé, un nouveau programme qui va associer les secteurs du public, du privé et de la société civile. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La gendarmerie nationale du Sénégal a modernisé ses outils de contrôle. 3 camions scanners mobiles sont mis à la disposition des hommes en bleu. Un dispositif autonome qui va renforcer le contrôle des véhicules et des personnes dans les frontières. Amadou Sabarba et Sanoussi Sané ont pris part à une visite effectuée ce matin par le haut commandant de la gendarmerie nationale. Reportage. 3 scanners mobiles, la section d'appui à la surveillance des frontières, un appareil qui contrôle tous les véhicules suspects dans un rayon de 50 mètres. À l'intérieur du camion Eman Vision Mobile, il y a une plateforme mobile légère et totalement intégrée. Les images radioscopiques sont reçues à partir de la messagerie. Elles seront analysées pour voir s'il y a des anomalies dans les marchandises de transport. Après les voitures, les conducteurs vont passer au poste de contrôle. Le MMTD, Multimode Threat Director, est un appareil détecteur d'explosifs et de stupéfiants. Une quarantaine d'agents autonomes de la gendarmerie est affectée ici à Diamniadio, du mess au dortoir, en passant par le bloc sanitaire et la potabilisation de l'eau. Tout est au complet. Et pour le bon fonctionnement du dispositif, la gendarmerie sénégalaise a mis en place un groupe électrogène qui permet à l'unité d'être opérationnelle 24 heures sur 24 avec des équipes de relais. Le scan dure environ 15 minutes pour chaque véhicule et des conducteurs adhèrent déjà à ces opérations de contrôle. Ils estiment que la sécurité n'a pas de prix dans un pays où la menace terroriste est toujours d'actualité. Je pense que c'est une bonne idée de renforcer la sécurité routière du pays. Et je ne vois pas de mal en cela. Les scanners peuvent inspecter en moyenne 20 camions par heure en mode mobile et 80 en mode fixe. Cet outil de contrôle de la gendarmerie sénégalaise va encore renforcer le maillage territorial pour apporter une touche moderne au matériel de contrôle routier. Amadou Sabarba, après un mois de tests des scans, le dispositif a contrôlé 2566 véhicules, mais aussi de faux médicaments de chanvre indien et des produits contrefaçons. Et selon le haut commandant de la gendarmerie nationale, cet outil de contrôle est une réponse aux menaces des trafics illégaux et respecte également les accords de l'UEMOA dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens. Le général de division Mamadou Gaïfaï est au micro de Sanoussi Sané. Donc depuis l'installation, il y a un mois, on a eu à contrôler à ce jour 2566 véhicules avec quelques résultats. C'est quelques kilos de chanvre indien qui ont déjà été saisis, du carburant en trafic qui a été saisi, des médicaments, de faux médicaments qui ont été saisis. Donc c'est un dispositif qui peut être installé un peu n'importe où de manière aléatoire et c'est ça qui est le plus important. Ce dispositif donc entre, pour répondre à votre question, entre dans la politique menée par la gendarmerie nationale de modernisation de ces équipements, de modernisation de ces capacités pour permettre de mieux surveiller le territoire national face aux différentes menaces
auxquels on fait face, que ce soit les trafics de drogue, d'êtres humains, trafic de tout genre, trafic d'armes, ou même que ce soit par rapport à la menace terroriste qui sévit dans la région. Ce dispositif nous permet de manière systématique de pouvoir contrôler ce qui entre chez nous. Donc c'est un dispositif très performant, vous l'avez vu tout à l'heure dans le cours de la visite. Je le disais en titre, les négociations entre le Sénégal et la Gambie pour apporter des solutions au blocus de la transgambienne n'avancent pas. Les deux pays ne se sont pas tombés d'accord sur le lieu où les discussions doivent se tenir. Révélation faite ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye. C'était en marge de la cérémonie d'ouverture de la 36e réunion ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Selon le chef de la diplomatie sénégalaise, il était initialement retenu que les négociations devaient se dérouler à Dakar, mais au dernier moment, le gouvernement gambien a proposé Banjul. Le Sénégal, pour sa part, exige le respect des engagements initialement pris. Lancement ce jeudi de la plateforme de renforcement du secteur de la santé. Le nouveau programme de pilotage aura la particularité d'associer les secteurs du privé, du public et de la société civile. Une synergie nécessaire selon le directeur général de la santé, Papa Mamadou Diak, que je vous propose d'écouter au micro de Jean-Djibril William. Et dans ce document de base, nous avons pratiquement intégrer toutes les activités prioritaires qu'il faut développer ces prochaines années. Rappelez que le Sénégal a un système de santé solide, bien structuré. D'ailleurs, ce système a eu à faire ses preuves lorsqu'il y a eu un cas de maladie à virus Ebola. Nous avons des directions, des instances, et vous savez que la santé, c'est un capital, n'est-ce pas, extrêmement important, mais qui nécessite l'implication de tous les acteurs. Je pense que partant de cela, on comprend aisément que cette plateforme RSS est un cadre privilégié pour développer une collaboration intrasectorielle, l'ensemble des structures au niveau du ministère de la Santé, mais également une synergie. Et au-delà du cadre intrasectoriel, il y a l'approche multisectorielle. Donc, les autres secteurs du développement sont concernés, mais Madame le ministre a insisté sur le rôle, par exemple, de la Commission santé de l'Assemblée nationale, sur le rôle des élus locaux, sur le rôle du Conseil économique et social. Et par rapport à toutes ces étapes, il est important de vous dire qu'il y a l'implication de tous nos partenaires techniques et financiers. Donc c'est l'approche inclusive, participative qui va être développée. Et maintenant, ces commissions, selon un agenda, sous forme de feuille de route, vont pouvoir travailler et rendre compte. Et nous restons avec la plateforme RSS qui, en plus des acteurs locaux, mise également sur l'appui des organismes internationaux tels que l'OMS et le Fonds mondial, des partenaires qui ont néanmoins mis l'accent sur la nécessité d'un suivi dans la coordination des différentes commissions mises en place. Jean-Djibril William a recueilli les propos du docteur Dewo Chimirimina. Les partenaires sont convaincus que cette plateforme sera une excellente tribune pour approfondir les questions relatives à la santé de la mère et de l'enfant, aux ressources humaines, aux médicaments, au financement de la santé et la sécurité sanitaire et aux systèmes d'information qui sont en parfaite cohérence avec les priorités de nos cadres de coopération. La plateforme RSS permettra sans aucun doute d'approfondir la réflexion sur des questions majeures interpellant le système de santé à travers le fonctionnement des commissions thématiques. Notre souhait serait que les commissions thématiques pour le renforcement du système de santé soient bien articulées aux autres cadres existants et traitant de thèmes connexes afin d'éviter toute redondance et que les feuilles de route à élaborer par les commissions fassent l'objet d'un suivi régulier permettant de veiller sur les échéances déjà définies par le secrétaire général il y a quelques minutes.
Et puis en bref, le gouvernement du Sénégal veut booster la production laitière en impliquant tous les acteurs de ce secteur. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi à Dakar le secrétaire général du ministère de l'élevage et des productions animales, Mamadou Ousseynou Sakho. Il présidait une rencontre de validation des projets de la Fédération nationale des acteurs de la filière lait du Sénégal. Il s'agit selon lui de bâtir une filière forte avec une dynamique permettant aux acteurs de faire face aux contraintes organisationnelles, d'identifier et de satisfaire les besoins des acteurs. Mamadou Ousseynou Sakho a rappelé que le Sénégal importe chaque année l'équivalent d'environ 60 milliards de francs CFA en produits laitiers et dérivés. À l'occasion de son 10e anniversaire, le magazine Réussir a organisé ce jeudi un débat sur l'appropriation du plan Sénégal émergent par le secteur privé national, une manière pour le journal de jouer son rôle de citoyen de trait d'union entre l'État et les acteurs économiques du pays. Les propos de Baïdam Wad, son directeur, ont été recueillis par Aminata Thiam et Alune Badarafal. Aujourd'hui, il s'est posé un gros malentendu à l'origine parce que la plupart des acteurs du secteur privé disent que le plan émergent se fait pour les étrangers et par les étrangers. On parle des Chinois, des Turcs, des Français, des Marocains. On parle de tout le monde sauf des Sénégalais. Moi, en tant que magazine business, en tant que facilitateur donc, entre les acteurs publics et privés, je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'interpeller les acteurs, de les faire asseoir autour d'une table et qu'ils puissent discuter de ces enjeux majeurs pour l'économie sénégalaise. Toujours en économie, les panels de cette rencontre ont été modérés et animés par des acteurs majeurs du privé en présence des décideurs publics en charge du PSE. La majorité des travaux publics au Sénégal sont confiés aux internationaux, un fait qui s'explique par un manque de financement du secteur privé national, suivant les réactions de Ibrahim Wad, directeur du BOS PSE, et de Mansour Kama du CNES au micro de Aminata Thiam et Alune Badrafal. De façon plus directe, ce dont il est question, c'est que nous sommes en discussion régulière avec le secteur privé pour qu'au-delà des opportunités qui sont présentées et que des entreprises internationales ou des entreprises étrangères capturent, il faut que aussi le secteur privé puisse se préparer à s'y impliquer. Mais cela renvoie à la problématique dont nous venons de discuter, qui est la question du financement. Si aujourd'hui les ressources nationales disponibles permettent, parce que souvent les entreprises étrangères qui viennent avec des ressources qui sont facilement mobilisables et que nos entreprises nationales ne parviennent pas à mobiliser. Ce sont des entreprises sénégalaises, des investisseurs sénégalais qui sont dans l'immobilier à Diamniadio pour la plupart du temps. Pourtant, on avait fait appel à des Marocains et autres. Qu'ont-ils fait jusqu'à présent? Donc ça pose effectivement le problème de cette confiance qu'un État doit avoir dans ses fils, dans ses ressortissants, pour pouvoir leur apporter dans le cadre de ce partenariat les éléments qui leur permettent de s'exprimer, qui leur permettent de mobiliser leurs ressources et leur savoir-faire. Donc nous disons qu'il y a encore un chemin important à parcourir pour cette appropriation du PSE par le secteur privé national. Confronting Drought in Africa's Drylands, c'est le titre du rapport préparé par la Banque mondiale en collaboration avec une vaste coalition de partenaires. Ils ont produit des notes et des documents de référence pour contribuer au dialogue actuellement consacré aux mesures permettant de réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience des populations vivant dans les zones arides de l'Afrique subsaharienne. Pacher Ndiaye Diouf nous fait découvrir les grandes lignes de ce rapport. Les terres arides, qui sont des zones sensibles exposées aux catastrophes naturelles, un défi fondamental pour le développement de l'Afrique. Le rapport Confronting Drought in Africa's Drylands considère un sous-ensemble de pays situés en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest comprenant de vastes zones arides où vivent plus de 300 millions de personnes. Selon le rapport, la croissance démographique et l'expansion des superficies couvertes par les zones arides par suite du changement climatique pourraient accroître jusqu'à 70% le nombre de personnes vivant dans des environnements difficiles à l'horizon 2030. L'amélioration de la résilience des populations face au changement passerait par une meilleure gestion de l'élevage, l'agriculture et les ressources naturelles.
La plantation d'arbres dans les champs peut aussi générer des engrais, tout en réduisant le stress hydrique et thermique auquel sont exposées les cultures. Les analyses réalisées au fin du rapport indiquent qu'il serait faisable et viable sur le plan financier de développer l'irrigation sur 5 à 9 millions d'hectares de terres arides. Parmi les autres interventions examinées dans le rapport figure une gestion intégrée des paysages visant à rétablir la santé des zones dégradées pour recréer des écosystèmes fonctionnels et productifs. Le rapport concède qu'une proportion élevée des habitants des zones arides sera toujours vulnérable au choc en 2030. Les pouvoirs publics devront apporter un soutien sous forme de filets de protection sociale et investir dans le capital humain pour faciliter un passage progressif à des moyens d'existence qui sont moins tributaires des ressources naturelles. Et puis une note de culture dans cette édition de la science, elle est passée à l'art. À travers ses œuvres, elle revit l'astrologie, cette branche qu'elle a suivie dans les plus grandes universités européennes. Elle, c'est justement Caroline Gay aujourd'hui. Elle essaie de par ses tableaux qui charment le regard, ses toiles qui peignent un monde dans ses couleurs, ses formes de représenter le Sénégal partout dans le monde. Femme John et Mbaye Ndir nous la font découvrir. Belle, souriante et pleine de vie, au mélange de voyage et de métissage, passionnée de dessin depuis sa tendre enfance, Caroline Gay, franco-togo-sénégalaise de 29 ans, a un don, la peinture. J'ai toujours aimé dessiner. Sur les murs de ma chambre, au lieu de mettre des posters, je faisais des dessins de ma taille déjà. J'ai beaucoup aimé faire des portraits au crayon à papier qui sont réalistes, et les premiers que j'ai faits étaient à l'âge de 12-13 ans. Ingénieure en astrophysique et diplômée en mandarin, Caroline n'a jamais lâché son crayon. De Lyon à la Nouvelle-Orléans, en passant par Taïwan, elle a toujours fréquenté des ateliers de peinture. L'art, un moyen pour elle de s'exprimer. C'est vraiment une libération quelque part. Quand je crée, je donne beaucoup de ma personne, beaucoup d'émotions, et je trouve que je me sens vulnérable quand je dévoile mes tableaux au public ensuite. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on décide de créer un tableau avec un thème particulier, on peut, des mois après, voir que malgré un thème bien spécifique qu'on a choisi, on a une émotion qui ressort. Venue participer au Dakar, Caroline expose dans un restaurant de la place. Le thème qui revient le plus dans ses œuvres est l'astrophysique normale, puisqu'elle est diplômée en la matière. Les thèmes qui reviennent le plus et sur lesquels je me concentre sont des thèmes scientifiques, de théorie astrophysique, parce que j'adore toujours l'astrophysique. J'ai choisi d'étudier cette matière-là parce que j'aimais beaucoup, et jusqu'à présent, c'est devenu mon loisir en fait. Nelson Mandela revient souvent dans les œuvres de l'artiste. Pour elle, Madiba ne doit pas tomber dans l'oubli. Et évidemment, Mandela, je fais toujours des portraits réalistes en hommage à lui au crayon à papier. Et donc ces portraits sont au crayon à papier, je vais beaucoup dans les détails, ils me prennent beaucoup de temps, et c'est des portraits réalistes. J'ai jamais appris comment faire ces portraits, j'ai jamais fait d'école d'art. Des projets, l'artiste Anna. Au mois de juin, elle va participer à un atelier qui se déroulera à Pékin, en Chine. Caroline a tout laissé pour se consacrer à ce legs de son grand-père Paul Haï, surnommé le Picasso africain. L'aéroport de Dakar et beaucoup d'autres sites possèdent les œuvres de l'artiste. Et comme le disait Alfred de Musset, l'artiste est un marchand et l'art est un métier. Caroline Gay de la scène à l'art, un portrait signé Femme John. Et puis dans l'actualité internationale, nous nous rendons aux États-Unis puis en République démocratique du Congo, où la Cour constitutionnelle autorise Kabila à rester au-delà de son mandat si la présidentielle est reportée. Mais voyons d'abord ce qui se passe aux Comores. Le point avec Fatou Cissé. L'ex-putschiste, le colonel Azali Assoumani, a été élu nouveau président des Comores ce jeudi 11 mai. C'est à l'issue d'une élection présidentielle partielle dans les bureaux où le second tour avait été entaché de violence. Selon les résultats provisoires communiqués jeudi matin, le colonel Assoumani a obtenu 2271 voix contre 1308 pour le candidat du pouvoir sortant, Mohamed Ali Soilihi.
La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a autorisé mercredi 11 mai le président en exercice Joseph Kabila à rester à la tête du pays au-delà du terme de son mandat fin 2016 si l'élection présidentielle prévue cette année n'est pas organisée. L'opposition croit qu'il serait mieux au contraire qu'il y ait une passation de pouvoir au profit du président du Sénat. Le scrutin prévu pour le mois de novembre pourrait être reporté en raison de problèmes logistiques et budgétaires. Dilma Rousseff est écartée du pouvoir pendant 180 jours maximum. Les sénateurs brésiliens ont voté jeudi à 55 voix contre 22 en faveur du procès en destitution de la présidente brésilienne. Elle devrait être remplacée d'ici vendredi par son ancien allié devenu rival, son vice-président Michel Temer. Michel Temer va assumer la présidence jusqu'aux prochaines élections présidentielles et législatives prévues en 2018. Dilma Rousseff a de nouveau dénoncé un coup d'État, une injustice. Elle appelle les Brésiliens à se mobiliser contre ce qu'elle estime être une atteinte à la démocratie, à la souveraineté des quelques 54 millions d'électeurs qui l'ont porté au pouvoir. L'actualité sportive pour terminer avec la signature du contrat de 5 ans de Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund et puis la victoire des Golden State face à Portland. Il sera question aussi dans cette page sportive du match retour des playoffs, le récit de Awa Diallo. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, a dévoilé sa liste de 23 joueurs pour disputer le championnat d'Europe des Nations. Ces joutes sportives se tiennent du 10 juin au 10 juillet. L'attaquant Hatem Ben Arfa n'y figure pas et ne devrait donc pas disputer l'Euro 2016 en France. La liste s'établit comme suit. 3 gardiens de but, Hugo Lloris et Steve Mandanda, Benoît Costil. 8 défenseurs, Raphaël Varane, Laurent Koscielny, Eliakim Mangala, Jérémy Mathieu, Patrice Evra, Bakary Sagna, Lucas Digne, Christophe Jallet. 6 milieux de terrain, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Lassana Diarra, N'Golo Kanté, Yohan Cabaye, Moussa Sissoko. 6 attaquants, Antoine Griezmann, Dimitri Payet, Anthony Martial, Kingsley Coman, Olivier Giroud et André-Pierre Gignac. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le jeune prodige du Stade Rennais, Ousmane Dembélé, a signé au Borussia Dortmund pour 5 ans. Le désormais ex-joueur du Stade Rennais a signé un contrat de 5 ans jusqu'en 2021 du côté du Signal Iduna Park. Élu meilleur espoir de la saison en Ligue 1 lors des trophées de l'Union nationale des footballeurs professionnels, l'international espoir de 18 ans, courtisé par de nombreux clubs européens, dont le champion d'Angleterre Leicester City, a marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives en 25 matchs de championnat pour sa première saison dans l'élite. La logique a été respectée mercredi soir à Auckland avec la victoire des Golden State Warriors face aux Portland Trail Blazers, 125-121. Les champions en titre se sont ainsi qualifiés pour la finale de Conférence Ouest à l'issue du match 5 et affronteront au prochain tour les vainqueurs du duel entre San Antonio et Oklahoma City. Amenés par Klay Thompson, 33 points pendant 3 quarts-temps, les Warriors ont vu Stephen Curry, 29 points à 10 sur 20, prendre le relais. Le meneur de jeu a dominé la fin de match et permis aux siens de maintenir un petit écart sur les visiteurs, porté par le duo formé par Damian Lillard. Cette fois-ci, pas de prolongation. Les Toronto Raptors ont assuré à domicile lors du match 5 du deuxième tour des playoffs, disputé face au Miami Heat à 99-91. Bien aidés par le gros match de Dimar DeRozan, 34 points à 11 sur 22, les hommes de Dwayne Casey n'ont jamais été menés dans le match et ont compté jusqu'à 20 points d'avance. Malgré sa maladresse au tir, 9 sur 25, Kyle Lowry a ajouté 25 points, 10 rebonds et 6 passes en soutien de DeRozan. En face, le Heat a manqué de réussite, 40,3% au tir, 15 balles perdues à l'image de son meilleur marqueur, Dwayne Wade, 20 points à 6 sur 14.
Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe technique. Bonsoir à tous.